Qu'est-ce que connaître? La définition générale qu'on donne, c'est devenir l'autre en tant qu'autre. Notre âme, notre être, a des attitudes à agir, à voir un certain nombre d'opérations, et qu'on appelle classiquement les puissances de l'âme. C'est-à-dire les aptitudes fonctionnelles par lesquelles l'âme s'enrichit finalement du réel qui l'environne ou qu'elle constitue. Alors, il y a deux grands registres de puissance ou d'aptitudes fonctionnelles dans l'âme qui lui permettent soit de recevoir les choses, de se les intérioriser, parce que sinon l'âme est comme une monade leibnizienne, elle est coupée du réel et donc elle est livrée elle-même en quelque sorte, soit d'aller vers les choses, et en quelque sorte de se donner à elle ou de se porter vers elle. Donc les premières puissances par lesquelles les choses viennent en nous, on les appelle les puissances cognitives. La connaissance, c'est donc devenir l'autre en tant qu'autre, c'est recevoir les choses pour en quelque sorte se les assimiler. Tandis que l'autre registre qui nous porte vers les choses, on appelle les puissances affectives, c'est les puissances d'appétit, de désir, de volonté, par lesquelles nous portons vers les choses, nous tendons à exister en elles. Donc, les puissances cognitives sont des puissances centripètes, qui vont des choses vers nous, vers l'intérieur, et les puissances affectives sont des puissances centrifuges, c'est-à-dire qui partent de nous pour aller vers les choses. Nous tendons à exister dans les choses par l'appétit, par le désir et la volonté. La connaissance sensible, l'axiome de base du réalisme aristotélicien, c'est qu'il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens, nos cinq sens. Nous recevons le monde par nos cinq sens, cinq portes d'ouverture sur le réel. Si nous étions privés de nos sens, nous serions fermés en nous-mêmes, pas de contact avec le monde, comme une forme de coma, si vous voulez, coma perceptif. Et donc, les cinq sens, tout le monde les connaît, l'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Alors, le toucher, c'est le sens le plus général, le plus répandu dans toutes les espèces animales, par contact matériel. Par contre, la vue, traditionnellement, est considérée, en tout cas par Aristote, comme le sens le plus intellectuel. C'est celui qui comporte le plus d'informations, en quelque sorte. Sans doute plus que l'ouïe. L'ouïe, en revanche, est importante parce que c'est le sens le plus important pour la communication. D'ailleurs, il paraît que c'est plus pénible d'être sourd que d'être aveugle, parce que le sourd est privé de la dimension de communication avec son semblable, qui est quand même essentielle à la vie humaine. Alors, au-dessus de ces cinq sens, il y a ce qu'on appelle le sens commun, à savoir que les sens communs, c'est les sensibles communs, sont ceux qui sont perçus par plusieurs sens, plus d'un sens. Au moins l'ouïe, la vue et le toucher, qui sont le nombre, la figure et le mouvement. Ces trois dimensions peuvent être perçues soit par l'ouïe, soit par la vue, soit par le toucher. Et donc on les appelle les sensibles communs. C'est important parce que c'est une des manières de vérifier le sens. Un sens peut se tromper par accident. En soi, la sensibilité est infaillible. Si elle a son objet, la vue saisit toujours la lumière, et le toucher fonctionne toujours par contact. Mais il peut y avoir des situations de maladie ou de blessure d'un sens. Donc la synergie au niveau du sens commun est une des manières de vérifier en quelque sorte que je ne suis pas en état d'hallucination comme par exemple le pense Descartes qui doute de tout parce que ses sens peuvent le tromper. Eh bien peut-être qu'un de mes sens peut me tromper, c'est plus difficile que mes trois sens ou mes cinq sens me trompent simultanément. Au-dessus du sens commun, on rentre un peu en quelque sorte vers les dimensions plus intérieures et spirituelles de la connaissance humaine. Nous trouvons l'imagination et la mémoire. Nous sommes capables de recueillir en nous les données sensibles pour former des images. Si je ferme les yeux, je garde l'image de la chose que j'ai vue, et non seulement je peux la conserver, ce qui constitue la mémoire. La mémoire, c'est l'imagination plus le temps. Si je conserve les images, eh bien, je remplis ma mémoire, mais aussi j'ai une certaine créativité, une certaine possibilité de modifier les images. C'est-à-dire, je peux, en fermant les yeux, me représenter comme bleu des fleurs que j'avais vues rouges au départ, etc. Tout le monde
on sait bien que c'est une potentialité importante, par exemple dans le domaine de l'art, de la créativité, d'utiliser son imagination. C'est-à-dire cette liberté qu'a mon esprit de modifier librement, de modifier arbitrairement en quelque sorte des données sensibles qu'il a reçues. Évidemment, pour autant on s'éloigne du réel tel qu'il s'est donné. Précisons que cette imagination et la mémoire reste dans le champ du sensible, c'est-à-dire que ça reste dans le domaine des choses qui sont dépendantes de notre corporéité. Je pense que les images sont synthétisées, centralisées dans le cerveau, et donc c'est l'activité de mon cerveau qui forme les images. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit, c'est la maladie d'Alzheimer, quand il y a certaines lésions du fonctionnement cérébral, eh bien, il y a des dimensions de la mémoire qui peuvent purement et simplement être altérées et voire disparaître. Donc, effectivement, pour autant, je vais essayer de préciser, je ne pense pas avec mon cerveau, bien que j'en ai besoin, mais je forme des images avec mon cerveau. Mais il y a encore une étape dans la connaissance humaine, en tout cas, qui est la connaissance proprement intellectuelle. L'homme a une âme spirituelle, intellectuelle, il est capable de dégager les concepts dans leur universalité, et cette universalité, qui est équivalente de immatérialité, est la preuve que c'est une opération qui, justement, ne se tient pas dans le cerveau, mais le dépasse. Je ne peux pas penser sans image, mais la pensée proprement dite n'est pas enfermée dans les images et est quelque chose qui dépasse l'ordre sensible. Alors, dans l'ordre de la connaissance intellectuelle, il y a classiquement, on distingue trois opérations d'esprit. La première, qu'on appelle la simple appréhension, qui veut dire qu'il y a une opération de base intellectuelle qui consiste à abstraire les concepts. À partir des images, je vois un chien, je m'en fais une image, etc. Et je suis capable de dire que c'est un chien. Et quand je dis chien, quand je dégage la notion de chien, je dégage quelque chose qui n'est pas propre à ce chien, qui est partagé par tous les chiens, qui est donc un concept universel. Et donc qui n'est pas lié à l'image particulière de ce chien, mais qui le déborde de toutes parts, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est universel. Donc, première opération, dégagement du concept par abstraction, c'est la simple appréhension. Pourquoi la simple appréhension? Parce que ce n'est pas un raisonnement. C'est une opération d'esprit spécifique qui n'est pas le résultat d'un raisonnement. Le raisonnement vient en troisième opération d'esprit et d'une autre nature. La deuxième opération d'esprit, c'est le jugement. Le jugement consiste à associer des concepts entre eux ou associer un concept que j'ai dégagé à une réalité que je considère. Par exemple, si je dis c'est un chien, je porte un jugement, c'est un chien. Je peux dire aussi ce chien est noir. Donc voilà des jugements. Je combine un sujet et un prédicat, comme on dit traditionnellement, c'est-à-dire quelque chose dont je parle avec une propriété que j'attribue à cette chose. Alors quelquefois, le sujet peut être un concept et le prédicat un autre concept. Par exemple, si je dis le chien est un animal, j'ai associé deux concepts. Alors, dans le jugement, il y a trois types de jugements et c'est très important de les distinguer dans la pratique parce que si on ne les distingue pas, en fait, on arrive à d'assez grandes erreurs philosophiques. Premier type de jugement, eh bien, c'est le jugement qu'on appelle copulatif, c'est-à-dire quand je formule une phrase avec sujet, verbe, prédicat, eh bien, j'associe deux concepts ou deux notions sans forcément impliquer que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire, j'associe deux notions pour dire qu'elles vont ensemble, mais ça ne veut pas dire que dans la réalité, il y a quelque chose qui y correspond. Par exemple, je peux dire la licorne est un animal mythique. Bon, j'associe des choses, ça ne veut pas dire que dans la réalité, il y a des licornes. Ou bien, je peux dire aussi 2 est un nombre pair, c'est une affirmation logique, c'est d'ailleurs une affirmation vraie, mais elle est logiquement vraie, elle ne pose pas dans l'existence le nombre 2, qui est un être de raison. Donc, deuxième type de jugement qui, lui, affirme quelque chose du réel. Et si je dis « ceci est un chien », où il n'y a pas d'éléphant dans cette pièce, j'affirme quelque chose sur le réel, hors de moi, extramental. Donc c'est la différence avec le jugement simplement logique. Là, je prends position par rapport au réel et j'associe donc le concept à un sujet en déclarant que ce sujet existe ou n'existe pas dans la réalité. C'est là que se situe au sens propre la vérité. Dans le premier type de jugement, j'avais une vérité de type logique.
Tandis que là, j'ai une vérité de type réel ou existentiel, c'est-à-dire dans la réalité des choses, dans la réalité extramentale, eh bien, les choses sont telles que je le dis. Et c'est le propre de la vérité, hein, la correspondance entre ce que saisit l'intelligence et ce qu'il y a dans le monde réel. Adéquatio rei et intellectus, correspondance entre la chose et l'intelligence, entre l'intelligence et la chose, c'est l'opération propre qui constitue la vérité. Et puis, il y a un troisième type de jugement. Je peux dire tout simplement, ce chien existe, cette montre existe. Et là, je profère un jugement qu'on peut appeler existentiel, c'est-à-dire, il ne porte pas sur un concept, il porte sur l'existence même de la chose. Je ne formule pas le concept d'existence en disant cette montre existe, j'affirme qu'elle existe. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui est intelligible, mais qui n'est pas intelligible par mode de concept. Quand je formule un jugement d'existence, c'est important de voir la distinction. Je n'affirme pas un aspect du réel, ou plus exactement, l'aspect du réel que j'affirme, c'est son existence. Pour Kant, par exemple, l'existence, c'était quelque chose d'accidentel à la chose. Ce n'est pas quelque chose d'intelligible parce que pour lui, n'est intelligible que ce qui est d'ordre conceptuel. Or, c'est vrai que l'exister de la chose n'est pas d'ordre conceptuel. Elle ne se saisit que dans un jugement, dans un premier mouvement en tout cas. Après, je peux former un concept de l'existence, mais ça sera à partir d'un jugement d'existence. Et donc, pour Maritain, par exemple, c'est important parce que ce type de saisie du réel, de jugement existentiel, eh bien, est le point de départ de la métaphysique. Pour devenir métaphysicien, c'est-à-dire constituer une science de l'être en tant qu'être, eh bien, il faut déjà saisir l'être en tant que ce qu'il est, et ce qu'il est, c'est avant tout et d'abord une capacité à exister. Hein. Saisir que les choses existent, c'est le point de départ de l'attitude métaphysique par rapport au réel. Et enfin, troisième opération, qui est le raisonnement qui consiste à associer les jugements, les uns avec les autres, pour prolonger mon savoir. Finalement, chaque jugement me donne un savoir du réel, hein, disons ceci est un chien. Si c'est un chien, donc c'est un animal, ou si c'est un chien, donc ce n'est pas un chat, ou si c'est un chien, il peut être un animal domestique que je peux utiliser à la chasse ou pour garder ma maison, etc., etc. Je vais pouvoir associer des jugements et enrichir mon savoir et ma connaissance. Donc, dans l'activité scientifique, étant donné que l'activité scientifique cherche à aboutir à des conclusions, évidemment, le raisonnement est une activité essentielle. Sauf que, premièrement, il faut que les points de départ du raisonnement soient fondés, sinon je raisonne à vide. Si je pars de quelque chose de faux, les conclusions seront a fortiori fausses. Et deuxièmement, si je veux que mon raisonnement soit un raisonnement vraiment scientifique, il doit vraiment exprimer ce qu'il y a dans la réalité, il doit donc se vérifier par rapport à la réalité. Si je ne vérifie pas régulièrement mon raisonnement en le confrontant avec la réalité, par exemple dans les sciences, avec un dispositif expérimental, eh bien, je risque à un moment donné d'avoir un raisonnement vide, qui ne porte pas sur la réalité, qui est parti en quelque sorte dans l'imaginaire ou dans un prétère réel, qui n'aura plus de rapport direct avec la réalité. Donc c'est important que le raisonnement soit en quelque sorte vérifié par des jugements justement qui sont tournés vers la saisie du réel.